Petrolheads, on se retrouve pour un nouvel épisode du Petrolheads Talk, un que je voulais faire depuis pas mal de temps avec les bécarrés au domaine du rétro, Salim et Younes. On est chez eux à Marrakech, là ils nous reçoivent, donc déjà merci beaucoup de nous recevoir et d'accepter de partager avec nous cette histoire-là. Avec plaisir. On vient de terminer l'essai de la magnifique 930 Turbo que je vous invite à voir sur YouTube. Et pour commencer, présentez-vous un peu, dites-nous c'est quoi le domaine du rétro, d'où est venue cette idée? En fait, l'idée est venue déjà de la passion automobile qu'on partage tous de père en fils et au niveau de notre famille. Donc tout jeune, on a été vraiment, si on veut, conditionné et mis dans le bain au milieu de ces voitures-là. Donc on a vu une par une tous les process de rénovation qu'elles ont subis. On a voyagé à bord de chacune d'entre elles en famille, dans différentes villes du Maroc. Okay. Et donc on a des souvenirs inoubliables à bord de ces voitures. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de perpétuer, c'est vraiment de les faire vivre aujourd'hui via le domaine du rétro, c'est-à-dire que c'est une passion que nous avons héritée de notre père et qu'on essaye de communiquer via le domaine du rétro à tout le public. Et c'est quand même des voitures qui ont roulé dans nos anciennes routes marocaines et qui ont fait partie et qui font toujours partie du patrimoine historique et culturel roulant du Maroc. Du patrimoine justement, je pense que j'ai commencé avec la plus grosse question, qui est pourquoi le domaine du rétro, mais en fait le domaine du rétro c'est un peu une espèce d'aboutissement de tout de l'histoire qu'a commencé à écrire votre père. Et justement, comment ça a commencé la passion chez votre père? Quelle était la première voiture de collection qu'il a achetée? En fait, la première voiture de collection qu'il a achetée, c'était en 1975. Okay. C'était une Citroën C3 de 1923 qu'il Okay. avait trouvée dans la casse des Roches Noires. Et donc ça a été tout de suite le coup de foudre pour lui. Il a acheté cette voiture, il l'a emmenée, il a commencé à la rénover et partait avec, donc entre son appartement à Casablanca, vers l'aéroport d'Anfa, qui est aujourd'hui n'existe plus, mais qu'ils ont mis en valeur avec Bouygues Immobilier, etc. Donc il faisait la navette une quinzaine de minutes à bord de cette Citroën. Et ensuite, de fil en aiguille, il a développé un flair pour chercher ces voitures-là dans des vieilles fermes, des bases militaires, et il s'est constitué son réseau automobile. Okay. J'ai l'impression que c'est une chasse au trésor en fait qui s'arrête jamais. Une fois que tu commences dans ça, ton cerveau est conditionné à toujours chercher la prochaine perle. C'est exactement ça. Comme disait mon père Larhamo, il disait que c'était comme la première cigarette consommée, et donc on était vite piqué par le virus des voitures anciennes. Ok. Et vous, en tant que gosse, toi par exemple, Younes, c'était quoi ton premier souvenir que tu te rappelles en tant que gosse? Parce que vous habitiez avant Bouskoura, c'est ça? Quel souvenir te marquait le plus quand tu étais petit? Alors, mon premier souvenir, je pense, c'était en fait de voir notre père se comporter, en fait, on va dire entre guillemets comme un enfant, parce que il était à la recherche de ses voitures, il avait cette passion en fait pour cette chasse au trésor, et en fait réussir en fait à toutes les avoir, c'était ça le défi, comme un enfant entre guillemets. Et puis on a toujours voulu en fait le suivre. C'était en fait une sorte d'inspiration pour nous, parce que étant enfant, on voulait nous aussi suivre son délire d'enfant entre guillemets. Ouais. Et puis mon premier souvenir vraiment, c'était arrivé donc au hangar à Bouskoura. Et je devais avoir 3 ou 4 ans, ça remonte à mon plus lointain souvenir. J'étais donc dans l'intérieur de cette Corvette qui est juste derrière nous. La Corvette, donc C1, exactement. Et puis je me souviens avoir ouvert les yeux à ce moment-là, et j'ai commencé à contempler en fait toutes les voitures qu'il y avait autour. Et je me mettais à l'intérieur de toutes les voitures et je demandais la fonctionnalité de chaque bouton, et puis les détails sur toutes les voitures surtout. Et puis donc arrivé à l'atelier, c'est là où en fait mon frère m'a initié aussi donc à cette passion de la rénovation de l'automobile. Et donc au début on a commencé avec les motos. Okay. Donc on a commencé à bricoler les motocross qu'on avait, on faisait des balades avec. Notre père nous a tout de suite mis dans le bain. En fait, on a conduit notre première voiture à l'âge littéralement de 5 ans. Pour ma part, c'était une Fiat 600 bleue. Okay.
Et pour Salim, c'était le buggy qu'on a juste derrière de 1960, le Volkswagen. Ok. Donc c'était ça mon plus lointain souvenir pour ma part. Et, Et pour toi, Salim? et toi, Salim? Moi, c'était la Ford GT40 à l'âge de 4 ans. Ouais, Donc, il m'a montré la pédale d'accélérateur et puis j'ai tapé un arbre Mais avec. non. Juste derrière Mais là-bas en plus, c'est toujours là-bas. voilà. Et après, pour l'anecdote, j'ai pris goût. Je me suis mis à l'âge de 8 ans dans la compétition au niveau du championnat du Maroc de karting. J'en ai fait 3 ans. Ok. On a fait plusieurs circuits, les 24 heures de Marrakech, Ouais. Khribga, celui de l'OCP et Marrakech Grand Prix n'existait pas à l'époque, donc Ouais. il y avait encore celui de Ben Slimane et Tanger. Mais voilà, donc j'ai déjà été axé mentalement à aimer les voitures de sport. Ouais. Et mon père était un féru de vitesse parce que il descendait de l'avion, il se croyait encore dans le poste de pilotage. Il roulait à vive allure, donc pour nous c'était toujours un cours de conduite, une leçon de conduite qui démarrait lorsqu'on était passager à côté de lui. Et ça, c'était des moments Ah, inoubliables. ça devait être incroyable. C'était Mais inoubliable. il y a un truc que tu as dit qui m'a super interpellé, c'est que déjà en tant que gosse, être au milieu de voitures, ça intrigue. Mais en plus, si toi, parce que en tant que passionné, l'émotion que te donne une voiture, cet effet-là de sentir comme un gosse, vu de l'extérieur, en tant que gosse, voir ton père qui est la figure paternelle un peu, qui doit avoir son côté aussi père de famille, et tout, mais le voir se comporter comme un gosse, ça a dû tout de suite vous faire un effet, ça a dû vous faire un effet super spécial au fur et à mesure du temps. En fait, on voulait juste le suivre. On n'a jamais été obligé à faire quoi que ce soit. On n'a Ouais. jamais. Voilà. Et nous, ce qui nous donnait envie, en fait, c'était juste de le suivre, de Ouais. suivre cette passion, de vivre avec lui comme un enfant, entre Ouais. guillemets. Et puis, voilà, pour toi, Salim, qu'est-ce que ça a plus Moi, c'était fusionnel parce que déjà, on était ensemble toujours dans le même bain. Ouais. J'ai vu ces voitures naître à ses côtés, j'ai travaillé dessus et j'ai appris le métier de restaurer les voitures. Et aussi, on a collaboré ensemble pendant une dizaine d'années où on a professionnalisé la chose. Donc, on est parti d'une passion, d'un métier de plaisir à un métier où on a ouvert nos portes pour partager nos connaissances et en même temps mettre à profit notre savoir-faire. Donc à ce niveau-là, donc on a professionnalisé la chose, on a commencé à collaborer sur des projets de rénovation ensemble et sur lesquels on a vécu des moments inoubliables. Ouais, Parce que j'imagine. c'était extraordinaire. J'imagine. Et On a- juste avant d'ouvrir ce volet-là énorme de restauration, je savais pas moi que votre père était féru de vitesse. Tous les deux, c'est quoi un souvenir comme ça qui vous a marqué avec votre père au volant où vous vous êtes dit ah ouais là ça bombarde pas mal. Alors, pour ma part, il y en On a eu dirait que tu vas le plusieurs. fréquenter. Il y en a eu plusieurs, mais ça, c'était la plus incroyable, on va dire. Je sortais de l'école au primaire. Ouais. Il est venu me chercher avec la targa qu'on voit ici, là, Avec voilà. aujourd'hui Calgary, Exactement. Et puis elle était bleue à l'époque. Et donc tout le monde était subjugué par la voiture, Ouais. etc. Et moi, j'aimais pas qu'on vienne me chercher avec Ouais, ce genre de j'imagine. voiture. C'était très rare en plus. Et donc je monte à bord et puis premier rond-point, il commence à y aller un peu fort. Et là, la portière, je l'avais un peu mal claquée Ouais. et j'ai fini par terre Mais non. dans le rond-point T'as fini par terre. en face de l'école. Et c'était ça, donc les aventures. Ah ouais, ok, c'était vraiment. Non, mais je rigole, mais c'était ça. Et puis, c'était tout le temps à fond. On doublait 4 voitures, on prenait le risque en face d'un camion. Ok. On s'amusait. Et puis, c'était toujours bien sûr maîtrisé, contrôlé. Euh, c'est un monsieur qui a fait une trentaine d'années de rallye. Donc, Ouais. je pense que, pour ma part, je ne l'ai jamais vu vraiment faire une erreur gravissime sur la route. C'était tout le temps dans le respect de la chose. Et puis, donc pour ta part, Salim, quel a été le souvenir le plus fou? En voiture. Il s'agit de l'un des souvenirs les plus lointains que je me rappelle à bord de notre Porsche 964 Carrera 4 que Ouais. s'était offert mon père en 90. D'accord. Et donc j'étais à l'arrière avec ces vibrations du flat 6, avec
cette odeur de cacahuètes brûlées de moteur refroidi par air. Ouais, comme tu me disais. Et à l'époque, on habitait Marrakech pendant une petite année de césure. On devait rester là pour des causes professionnelles. Ouais. Et donc, on faisait souvent la navette Casa à Marrakech par la route nationale. À l'époque, ouais. À l'époque. Donc là, on était sur la plaine de Ben Guerir et c'était son tronçon préféré. Et il me disait, regarde, on va taper 260 et à 260, tu verras les arbres au ralenti. Et ça m'avait impressionné. Il me disait, regarde, 240, 250, 260 et il m'a dit, regarde les arbres, c'est au ralenti. C'était ça. Alors une petite anecdote aussi pour ma part, c'était dans la type E, c'est rien, ici il a coupé. Ouais. On est parti un jour jusqu'à Ifrane avec. Et à l'époque, quand on était petit, tu sais, elle a le grand coffre à l'arrière avec le haillon. Ouais. Et donc on mettait un tapis là-bas et je me souviens, j'étais avec un cousin très proche à moi. On avait la Game Boy à l'époque. Ouais. Et donc on avait l'échappement juste en dessous de nous pendant toute la route. Et on avait cette belle visière parce qu'on se positionnait au niveau de l'arrière. Et donc on voyait le ciel la nuit étoilé. Ouais. Et c'était magnifique donc avec le bruit de cette Jaguar. Et notamment une autre anecdote aussi à Ifrane avec la Cadillac Eldorado jaune. Elle avait un souci en fait sur la route qui s'était déclaré. Et c'est tout le temps comme ça avec les anciennes. Et puis donc en fait en montée, l'essence n'arrivait pas donc au réservoir et la voiture coupait. Et il y avait beaucoup de montées là-bas au nord. Et c'est très difficile avec une boîte auto. Il fallait mettre neutre, essayer de freiner, etc. Et à cette époque-là, c'était en 2003-2004. Il y avait le sketch de Gad Elmaleh, on va tous mourir. Ouais. Et donc on était 6 cousins à l'arrière. On criait, il y avait du verglas. On criait, on va tous mourir. Et la voiture était en descente comme ça, impossible de freiner sur le verglas. Enfin, c'était des expériences incroyables avec les anciennes. Ouais, j'imagine même pas là, avec ce gros mastodonte sur le verglas du Nord, ça doit être un truc ouf. Incroyable. Ah, je connaissais pas ces anecdotes. Il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a à en plus finir. Ouais. Et ben, t'as parlé d'Eldorado, vous m'avez raconté une fois une anecdote que je sais plus si c'était l'Eldorado ou une autre américaine. Que votre père une fois était tombé en panne d'essence et au milieu de nulle part et le temps d'arriver en ville et tout ça et pour revenir retrouver la voiture, la fourrière l'avait déjà pris, elle l'avait déjà vendue. La Ford Thunderbird. La Thunderbird, ouais. Et des années après, il l'a retrouvée, c'est ça? Ouais, il l'a retrouvée, elle a été mise aux enchères et c'est un ami à nous qui l'a récupérée. Ok, cool. Voilà. Ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. Elle n'avait pas trop de signification ni de valeur affective. Donc après, bon, si ils n'avaient pas le temps, ils étaient sur d'autres projets, sur d'autres recherches, et donc ils n'allaient pas forcément la récupérer. C'était des voitures symboliques. Ouais, à l'époque, ça devait être particulier d'être aussi piqué d'automobile dans un monde où Internet n'existe pas trop, où il n'y a pas de spéculation, où il n'y a pas d'effervescence sur des modèles. Tu aimes un modèle pour l'attachement qui te crée, pour tes connaissances de pilote. Tu sais pourquoi tu aimes cette 911 Targa avec le 2,7 litres ou autre chose, ça devait être super particulier. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez un peu des premières voitures qui vous faisaient rêver ? Est-ce que peut-être c'était des voitures que vous aviez déjà, que vous rêviez de conduire, ou des voitures que vous n'aviez pas, que vous rêvez, ou des voitures dont rêvait votre père, et la belle anecdote de la 300 SL aussi ? Les deux. Ouais. Les deux. Vas-y pour ta part. Pour moi, c'était les miniatures que me ramenait mon père à chaque voyage. Ouais. Donc, il me ramenait des miniatures d'F40, de McLaren, de Ferrari 250 GTO, de Porsche. Et donc, c'est avec ces miniatures-là que je jouais avec comme ça. Et j'ai appris c'est devenu des voitures de rêve pour moi, pour plus tard. Je me disais peut-être que quand je serai grand, j'en aurai une. En plus, c'est toujours possible. Et toi, Younes ? En fait, moi aussi, c'était à travers... On a eu la chance d'avoir un père qui était pilote de ligne. Ouais. Et donc, de par son métier, on a beaucoup voyagé avec lui. Et aussi, lui, donc c'est grâce à ça un peu qu'on a pu constituer tout ça, entre guillemets. Parce qu'à chaque fois qu'il partait à la recherche de pièces et à la recherche de savoir aussi. Et donc, ce savoir a été importé, si tu veux, donc chez nous. Et qu'on essaye de faire perdurer à travers les années. Mais ce que je voulais dire surtout, c'était qu'on partait avec lui et donc la destination, on va dire, la plus fréquente, c'était les États-Unis. Okay. Et là-bas, on voit tout un tas de voitures
allant vraiment des années 10 aux années 90-2000. Et puis c'était avec ça surtout que j'ai été impressionné. Parce qu'au Maroc, bon, on voyait quelques petites voitures, mais c'est pas les États-Unis. Surtout les rassemblements qu'ils avaient là-bas, les gens passionnés. Déjà à l'époque, il y avait des rassemblements énormes là-bas. Tout à fait, depuis longtemps déjà, et c'était très bien organisé. Ok. Et c'est comme ça vraiment qu'on a pu découvrir à travers les musées qu'on faisait dans le monde, les rassemblements, nos voitures de rêve et celles qu'on voulait avoir un jour. Ce qui a construit à chacun d'entre vous votre passion propre, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas. Et bah, du coup, j'en profite aussi pour vous demander, parce que je sais qu'il y a énormément de sujets desquels on pourrait parler, d'anecdotes, de voitures. Mais j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur l'anecdote de la 300 SL, qu'on a eu la chance de filmer ensemble pour le premier épisode de la Conic Drive Series. Et il y avait une anecdote que vous m'avez racontée sur l'attachement que votre père portait à cette voiture-là et de comment l'achat s'est fait rapidement et comment l'attente, la chasse au trésor qui s'est faite avec cette voiture-là. Et j'aimerais beaucoup que vous me racontiez cette anecdote pour la partager aussi. Alors c'était une dream car pour notre père d'avoir cette voiture-là. Ouais. Et de fil en aiguille via son réseau, donc cette personne-là s'est présentée chez mon père, donc à son domicile, et lui a dit qu'il y avait une vieille voiture de couleur rouge, sportive, décapotable. Et donc ça l'a vite interpellé, il est parti et elle était au fond d'un hangar avec des caisses au-dessus et une petite bâche. Et on voyait juste l'arrière avec une partie du feu arrière. Et donc il avait compris que c'était une 300 SL et il fallait ensuite avoir les fonds pour l'acheter et retrouver le propriétaire qui était entre le Maroc à l'étranger. Donc il fallait tomber sur la bonne occasion. Si on devait ouvrir un peu le volet restauration, que tu disais tout à l'heure que ça a été une réelle aventure de professionnaliser un peu ce savoir-faire-là, d'offrir vos services de restauration à des clients, à des passionnés qui aimeraient restaurer leur voiture. Bien sûr, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, beaucoup de recherche, j'imagine, beaucoup de bouquinage, de recherche constante. Parce que s'il y a un truc que je sais, c'est que dans la restauration, la routine n'existe pas, quoi. C'est où tu cherches des pièces, où tu essaies de comprendre une panne, où tu essaies de comprendre mieux la voiture pour la remettre dans l'état de marche. Et il y a aussi ce petit côté maniaque que vous avez, ce petit côté passionné, puriste. Quelle restauration vous a le plus marqué jusque-là? Aujourd'hui, donc, pour revenir déjà au métier de restaurateur, c'est parvenu d'une passion. Continue, à l'époque, Vas-y. À l'époque, donc c'était très difficile. Il fallait appeler le concessionnaire ou le professionnel qui nous envoie un manuel d'atelier jusqu'au Maroc, qu'on puisse identifier les pièces avec leur numéro, surligner les références de chacune. Okay. C'était vraiment un boulot très difficile. Aujourd'hui, avec Internet, en un seul clic, on arrive à avoir l'image de la pièce, le prix et le délai de livraison. Donc c'est une chose qui est incomparable par rapport à l'époque. Le circuit de transport qui était vraiment très complexe à l'époque. Aujourd'hui, on a des transitaires, on a des navettes qui font les allers-retours entre l'Europe et le Maroc. Et donc, c'est un circuit qui est particulièrement rodé et on a l'habitude de faire. On a aussi une bourse d'échange et un groupe sur WhatsApp avec les collectionneurs qui proposent des pièces détachées, des échanges de pièces. Donc, aujourd'hui, via notre fédération, on a pu centraliser un peu cette passion marocaine avec tous les collectionneurs et tous les passionnés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si mon père n'était pas pilote, ça aurait été très difficile pour lui de rassembler et de restaurer et de les terminer. Ok, bon, ça va. Et du coup, quelle voiture chacun vous a marqué en termes de restauration, celle qui vous a le plus excité, animé au cours de la restauration? Il y en a deux. Il y a la Mercedes 300 SL qui a été vraiment travaillée de façon vraiment très très profonde. On est allé jusqu'au châssis avec des pièces qui ont été importées d'Allemagne, d'Europe et certaines refabriquées parce qu'elles étaient indisponibles. D'accord. Et donc c'était vraiment très complexe pour la terminer, près de 2 ans et demi de travaux. 2 ans et demi. Et pour la Porsche Turbo qu'on a essayé aujourd'hui, qui était abandonnée dans le fond du garage avec le moteur cassé. Et c'était la voiture de tous les jours de notre père.
Et au fur et à mesure du temps, par manque de temps et par souci de concentration sur d'autres projets, il l'avait mis un peu à l'écart. Et pour moi, le rêve d'accéder à cette voiture mythique, c'était vraiment la seule condition, c'était de prendre un crédit et d'acheter les pièces moi-même et de la refaire. Donc j'étais à peine, je débutais un peu le métier. Et pour moi, la reconstruire de mes propres mains avec des manuels, avec beaucoup d'échanges entre l'Europe et le Maroc, et de faire mon premier rallye en 2013, je pense, de souvenir, de mémoire, c'était en 2013. C'était vraiment une satisfaction extraordinaire pour moi. C'était vraiment un plaisir et c'est pour ça que j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure du temps. Surtout que si je me rappelle bien, c'est une voiture qui avait rendu fou votre père parce que c'était irréparable, il n'arrivait pas à trouver... C'était compliqué quoi de réparer cette voiture-là à l'époque. Au niveau de la génération et de la période au moment donné, mais maintenant avec Internet et les contacts et les forums aussi. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'échanges et c'est devenu beaucoup plus facile qu'auparavant. Ok. Et toi du coup Younes, une restauration qui t'a marqué? En fait un peu pareil parce que on était on va dire dans le même bain. La 300 SL nous avait beaucoup excité et notamment la turbo parce que en fait c'était une voiture qui nous faisait rêver quand on était petit, on la voyait abandonnée au loin et c'était celle qu'on voulait en fait réparer parce que on découle un peu de cette génération 80s, 90s et ça nous faisait rêver, en fait, ces formes, ces lignes, ce béquet. Et c'était une des seules voitures aussi qui n'était pas fonctionnelle, on va dire. Et ça nous rongeait. On se disait, voilà, un jour, quand on va grandir, ça va être celle qu'on va attaquer en premier. Ouais. Tu parles de fonctionnel, il faut savoir que toutes les voitures qu'on voit autour de nous ici, elles sont toutes en état de marche, quoi. Donc c'est une logistique monstre que vous devez gérer aujourd'hui. Tout à fait, mais après, donc, notre père étant collectionneur, il avait donc une cinquantaine, soixantaine de véhicules. Et vous savez, quand vous êtes collectionneur, vous en avez, allez, on va dire une dizaine qui fonctionnent bien, et les autres sont en attente, le temps d'eux. Donc vraiment, l'objectif aussi de Salim, surtout plus que moi, parce que je suis plus jeune, c'était en fait de toutes les remettre en état de marche, et en parfait état de fonctionnement. Pour pouvoir justement profiter pleinement de tout ce qu'on avait en fait. Donc bien sûr. Bravo, parce que c'est vraiment impressionnant à chaque fois de venir là et de voir toute cette voiture-là, l'état dans lequel elles sont. Bien sûr, ça a été un réel défi aussi. On a dû faire beaucoup de concessions. Ça a été une période, on va dire, de challenge. C'est tout le temps un challenge. Exactement, c'est tout le temps un challenge. Tout à fait. Et une fois par an, on t'y invitera d'ailleurs. Pour rendre hommage à notre père, donc on les démarre toutes, une par une, chacune, et on les laisse faire leur musique pendant 5 petites minutes, et on les coupe. Ouais. Ça fait un bon orchestre. Donc justement, on avait ce rituel de la symphonie, exactement, on avait ce rituel de la symphonie avec notre père, je pense que c'était les samedis matins. Et donc on s'amusait à toutes les sortir, les nettoyer, les mettre bien alignées toutes à côté l'une de l'autre. Et de les démarrer, et vraiment de marcher autour et d'écouter cette symphonie. Voilà. Ouais. Génial. Vraiment génial. Et Bon, je sais que ça peut paraître facile de juste le dire comme ça, mais quand j'imagine... En fait, je vis les anecdotes avec vous et je trouve ça super fort en émotion. Et genre, juste, je vois commencer un casse-tête des fois pour quelqu'un de gérer la restauration d'une voiture, d'aujourd'hui de voir tout ça, et de voir en plus les restaurations pour les clients, le cimetière aussi, où il y a plein de petites pépites pour qui leur tour viendra. Ça doit être vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui, après celle qu'on voit autour de nous en ce moment, je sais que c'est la question vraiment un peu compliquée, mais votre péché mignon, maximum 2, qui vous prennent par les sentiments. Même si vous avez dit la 300 SL et turbo, j'imagine qu'il va revenir, mais... Pour moi, c'est celle à qui on donne le plus d'attention. C'est celle qu'on est en train de remettre au moment T en état. Donc ça sera peut-être une Ferrari Dino, une 308 que nous sommes en train de terminer, qui porte le plus d'attention et d'intérêt parce qu'on va lui redonner vie pour qu'elle puisse repartir sur les routes marocaines. Ainsi qu'une Bentley Mark VI.
Oui, également. C'est de quelle année ça? 31, ça a commencé en 31 jusqu'en 48. La vôtre, elle est de 48. 48, ok. Ouais. Ok. Tout à fait. Et puis, donc, J'allais dire avant-guerre, mais c'est 39-45. Ouais. Après-guerre. donc pour ma part, je les considère un peu comme mes filles, mes sœurs, etc. Et je peux pas avoir de préféré vraiment. C'est comme si tu me disais, voilà, choisis parmi tes enfants ou tes frères et sœurs. C'est une question très difficile. Après, personnellement, j'ai toujours été envoûté par les Américaines et leur confort et leur V8. Ok. Ce fait de cruiser, etc., j'aime beaucoup. Et les sportifs. Je suis aussi un grand féru de sportivité, donc tout ce qui est Jaguar, Porsche, etc., c'est pas de refus. Après, il y a bien sûr le charme des anciennes. Tout ce qui est traction avant, 4 chevaux, bien sûr. Bien aussi. Voilà, parce que chacune, en fait, procure sa propre sensation et tu vis ta propre expérience avec. Ouais. Et vraiment, chacune a son caractère et elle a son truc, quoi. Ouais, et donc, c'est pas à mettre de côté aussi. Ouais, c'est l'essence en fait qui sont décuplées dans ce genre de voiture parce que c'est pas la vitesse qui compte, c'est plus les odeurs, la chaleur, les vibrations, Le bruit. le bruit, c'est tout ça qui en fait que c'est assez incroyable. Et bon, toi, je sais que le premier défi que tu avais à relever, c'était avant que tu passes ton permis, la GTA, Exactement. Ouais. l'Alfa Romeo qui est juste là, qui est sublime. Et je sais pas à quel niveau, entre guillemets, tu en étais à tes 17 ans, mais à quel point c'était un challenge de voir ton père te dire, bon, tu veux conduire une voiture, tu vois l'Alpha qui est là-bas, débrouille-toi, Voilà. une fois qu'elle roulera, tu pourras peut-être conduire. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Ben, c'était un gros défi parce que en même temps c'était plein d'excitation parce que je voyais la voiture qui était en piteux état et qui devait être restaurée. Donc heureusement il a mis à ma disposition un mécanicien et un carrossier pour m'aider. Mais travailler de mes propres mains, lui redonner vie, reprendre toutes les courbes de la voiture, retravailler le moteur. Et ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire parce qu'on est son créateur, on lui insuffle la vie et on retravaille sur la voiture. Et ça, c'est une sensation qui est magique. C'est un point super intéressant que tu dis là, parce que bon, moi je l'ai jamais vécu parce que mes talents de mécanicien ne sont tout simplement inexistants pour l'instant, mais ça doit être quelque chose de fou de voir quelque chose en état épave, de voir toute la rouille, de voir tout le boulot qu'il y a à faire, et peut-être des fois ça doit être frustrant de voir que ça prend autant de temps, de voir tous les petits tracas de la vie, des pièces, tout ça, mais j'imagine au final quand tu mets le contact et que ça prend, ça doit être... On est frustré par moments, en plein milieu de la rénovation de la voiture, on arrive à des moments où ça coince, où ça marche pas, où il faut reprendre tout, où il nous manque telle ou telle pièce et on est coincé, on peut plus avancer sur le projet. Et donc, la restauration n'est pas un métier facile qui nous procure du plaisir. Des fois, on est en colère, des fois, on est pas bien, des fois, on est frustré. Et on est dans l'attente, et c'est pour ça, donc ça nous apprend à travailler sur nous-mêmes et à avoir de la patience pour finir le projet. Énormément de patience. Mais après, la satisfaction est magique à la fin, parce que que tout marche, on est la personne la plus heureuse au monde. J'imagine bien. Et du coup, votre souvenir, un des souvenirs que vous avez le plus frappé vous au volant, du coup, avec ces voitures-là ou avec d'autres voitures? Un des souvenirs que vous avez le plus marqué au volant? Toi, Younes, je sais pas si c'est la Delta ou si c'est la Simca ou si c'est autre chose. Toutes, franchement, toutes. Mais je me souviens en fait d'un souvenir qui m'avait marqué. C'était la Citroën DS. La Citroën DS, de par son frein en forme de champignon, très difficile à doser. Et ça, c'était parmi, on va dire, une de mes premières satisfactions, on va dire surprise plutôt, de découvrir une voiture spéciale comme ça, qui quand on la démarre, elle se soulève de par l'hydraulique, les feux qui tournent la nuit, c'était très spécial. Le frein en forme de champignon et tout, c'était quelque chose de spécial. Après, bien sûr, il y en a eu beaucoup. En sportif, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? On va dire choqué, au début, c'était la Targa. La Targa, donc avec le 2 litres 7 RS qu'on a mis.
Je venais d'avoir le permis. Raconte ce qu'il y a dans cette Targa, parce que c'est une petite. T'as dit 2 litres 7 RS comme ça, mais il y a quand même un moteur de Carrera 2 litres 7 RS dans cette Targa là, quoi. Comment vous avez trouvé ce moteur? Il était dans une vraie Carrera 2 litres 7, mais la génération type G de 74. D'accord. Et donc on avait récupéré cette voiture entière à la casse, qui était complète, et on a récupéré le moteur. D'accord, mais elle n'était pas sauvable en tant que 2 litres 7 RS, c'est ça? Elle était en piteux état. Ouais, j'imagine. Alors ensuite, nous, on l'a faite un peu à la Singer, c'est-à-dire que vu qu'on fait souvent des rallyes avec, etc., on l'a personnalisée, on va dire, à notre goût. Donc elle a ce look classique, mais on va dire... On en a dans le porte-à-faux. Exactement. Et donc je venais d'avoir le permis, et c'était Salim qui venait de finir de régler son injection. Et il m'a dit, tiens, prends-la en main, tu vas voir ce que ça donne. Et je me souviens que c'était un de mes premiers souvenirs, on va dire, empli d'émotions et de peur aussi. Ouais, c'est impressionnant de conduire cette voiture comme ça à tes 18 ans en plus, même si j'imagine que tu devais déjà avoir 10 ans de conduite derrière toi. En fait, c'était le fait aussi de... C'était cette brutalité derrière le volant que j'avais jamais ressenti avant. J'ai été passager toute ma vie, on va dire, de cette sensation-là, mais je l'avais jamais expérimenté de mes propres mains. Ensuite, il y en a eu plusieurs. Je peux pas vraiment... La Delta, la Simca, l'Integra aussi. Il faut pas oublier que c'était la voiture de mon frère. Okay. Et que cette voiture, on l'a depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis 2008. Bientôt, ouais. Donc, c'est une voiture que j'ai repris ensuite. Parce que je suis, on va dire, passionné aussi des Youngtimers. Ouais. Donc, et aussi passionné des japonaises. J'aimerais donc en faire l'acquisition. J'aimerais à mon tour les avoir toutes, comme ce qu'il a fait auparavant. Voilà pour ma part. Et toi, Salim, un souvenir qui t'a super marqué au volant d'une des voitures? L'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est à bord de la Mercedes 300 SL, lors du rallye 1000 Maroc, qui est fait récemment au mois d'octobre par notre ami Jean-Jacques Radley. Et puis cette Mercedes, pour moi, c'était un bateau comme toutes les autres Mercedes. Mais non, c'était autre chose, c'était une vraie voiture de course. Ouais. Et la prendre en main avec la performance du moteur, c'était vraiment une voiture hors du commun à l'époque. Et aujourd'hui, qui a des caractéristiques techniques qui sont encore d'actualité. Totalement. D'ailleurs, c'était le premier épisode de l'Iconic Drive Series qu'on a fait ensemble. Je vous en remercie encore parce que là, je les vois toutes les deux. Et pour mon âme d'enfant, c'est incroyable de se dire de pouvoir toucher ça. Et je voulais parler d'un point aussi que j'ai beaucoup qui m'avait frappé et que peut-être c'est pas que tout le monde n'en a pas conscience. C'est que le domaine du rétro, c'est... Depuis toujours, en fait, les portes ont toujours été ouvertes aux passionnés. Je pense, on s'est peut-être déjà croisés, je sais même plus comment on s'est connus, mais à chaque fois que je viens, c'est tout le temps les portes ouvertes, les rentres et tout ça. Et j'ai compris que c'était pas qu'avec moi, c'est vraiment avec tout le monde. Et depuis le début, en fait, avec votre papa, vous avez cet esprit-là de partage. Voilà, je prends juste ce petit moment pour le saluer parce que je trouve ça super cool, vraiment super cool. On te remercie pour ça et tout à fait, tu as raison, on a toujours ouvert nos portes, même quand on était à Casablanca. Donc c'est aussi grâce à ces passionnés-là qu'on a reçus, qu'on a pu aussi partager notre passion, gagner en savoir avec certains. Ils nous ont beaucoup aidés, on les a beaucoup aidés. Ouais. Ça a été de l'échange, on va dire, mutuel. Et oui, on a toujours accueilli des passionnés avec le plus grand plaisir depuis les années 70. Et il faut savoir une chose aussi qui est unique et qu'on néglige et on n'y pense pas sur le coup. Ouais. Mais sans ces voitures-là et sans la passion commune père-fils, on n'aurait jamais vu des stars de cinéma venir nous rendre visite, choisir leur voiture pour leur tournage à Ouarzazate dans les 4 coins du royaume. Et imaginez-vous que grâce à la Ford Mustang, une fois, il y avait un shooting dans les Palmeraies de Marrakech et Kate Moss est venue pour choisir sa voiture, Monica Bellucci. Donc ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais eu accès auparavant. Salim aussi, te souviens-tu de ton épisode avec Chapat?
Ouais, Ah, et Turbo effectivement. qui sont venus ici. Ouais. Une turbo Deux de fois. M6. Et M6 avec Denis Brognard, c'était ça? Non, M6 c'était Dominique Chapat, l'émission Turbo. Oui, Automoto TF1 c'était Denis Brognard. voilà. D'accord, ok. Ouais, je vais essayer de retrouver ces épisodes-là, je serais super content de les voir. De retour de la petite pause, et on voulait parler de ces fameux coups de fusil, de cette chasse au trésor. Quelles petites anecdotes comme ça vous avez de certains modèles qui ont été trouvés dans des circonstances particulières, de nulle part, qui ont une histoire assez cool à raconter. Et je tiens à préciser un petit truc, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout dans l'optique d'acheter pour attendre la spéculation et revendre après, quoi. C'était surtout comme vous avez expliqué juste avant, ce côté enfant, ce côté les avoir toutes, qui comptait. Et d'ailleurs, on en parlera après si vous voulez. Il n'y a pas du tout de voitures qui ont été vendues de votre part, si ce n'est peut-être une. Et il y a une histoire aussi de pourquoi elle a été vendue. Mais du coup, déjà, quelles sont été les chasses au trésor les plus folles que vous avez eues pour l'instant? En fait, j'aimerais juste faire une aparté sur une chose, c'est Ouais, que pendant les années 80, il y avait une mode de gens qui venaient des quatre coins du monde ouais. pour cette chasse au trésor ici au Maroc, parce qu'on avait des modèles exceptionnels, Ah, d'accord, ok. rarissimes, comme ce qu'on peut le voir avec des voitures d'aujourd'hui, One of 50, etc. Ouais, Et donc les gens les achetaient pour rien du tout ici, les refaisaient pour deux, trois bricoles et les exportaient à l'étranger pour les revendre. Et il y avait cette mode de spéculation, ah, d'achat. qui avait D'achat. déjà Ouais. commencé à cette époque-là, Donc nous, d'accord. on faisait partie de cette course, de cette chasse à trésor, on va Mhm. dire, de ce Golden Rush. Et pas vraiment, c'était plus pour s'amuser euh, qu'autre chose. Et puis voilà, il y avait cette course, il y avait beaucoup de monde qui voulait acheter toutes ces voitures-là qui étaient Ouais. là. Et donc nous, notre objectif, c'était de les sauver, d'essayer de garder une histoire, une trace de ce patrimoine national. Donc c'était plus ça. C'était plus pour qu'elle reste au Maroc, C'est parce ça. que c'est une terre sèche pour le Maroc que ces véhicules-là partent, Ouais. culturellement parlant, historiquement parlant. Donc le but c'était vraiment de les conserver et qu'elles restent ici au Maroc pour que les générations futures puissent voir ces voitures, comment elles étaient Hmm. conçues et à quoi elles ressemblaient surtout. Hmm. Et il y avait aussi une belle Bugatti Atlantique que La mon père fameuse avait histoire. vue à Casablanca dans un hangar. Et c'est que 15 jours après où il s'est rendu compte que c'était une Bugatti Atlantique. Pour lui, c'était une voiture carrossée par un artiste espagnol, avec la dorsale à l'arrière. Ouais. Parce que, à parté, à cette époque-là, il y avait beaucoup de carrossiers qui s'amusaient à faire des projets assez fous, on va dire, Mhm. dont, dont ce qu'il a cru apercevoir. Et après, quand il est parti pour la reprendre, elle était déjà. Elle était déjà partie Ouais. quelques jours avant. Donc, pour dire c'est laquelle, c'est celle aujourd'hui de Ralph Lauren, la voiture Ok. noire. Ça a été un de nos plus grands regrets, euh, on va dire, durant cette chasse au Ouais. trésor. Après, bien Mais c'est le sûr, jeu, tu peux pas toujours gagner. voilà, C'est ça. c'est ça. Ouais. Jamais de regrets, et on passe à autre chose. Et du coup, quelles ont été ces petites trouvailles, ces petites trouvailles de bijoux qui vous marquent, qui ont l'histoire la plus folle par ici? Ben, il y a cette Jaguar XK et ce vieux bus Chevrolet qui roulait dans les routes marocaines dans les années 20, 30, 40. Et ce combi aussi, qui revient de très très loin. Et tant d'autres, comme la Facel Vega, Ouais. Et les et Jaguar les type E. types, voilà. Les Et types, tout ça, ça a été trouvé à l'arrache, quoi, dans hmm. des. Alors les types, c'était quelque chose de spécial. Entre guillemets, ensuite je vais laisser Salim raconter la XK ou autre. Ouais. Les types, c'était deux frères jumeaux, les Vilquin, Mhm. qui avaient donc acheté ces voitures-là dans des boîtes de chez Jaguar, donc toutes neuves. Elles étaient en kit comme ça. Euh, et donc ils ont dit, voilà, on pourra pas les remonter parce que quand on finira notre projet, on sera trop vieux pour monter dedans. Ouais. Et donc nous, on a racheté ces deux voitures-là en kit dans D'accord. des cartons. Et on a dû faire du mécano pardon, avec des pièces neuves. C'était juste tellement Ok, donc excitant de les remonter toutes neuves ils comme vendaient ça. des fois les types E comme ça, désossés, quoi, en Plusieurs kit. voitures Ok. Il y aussi. avait aussi cette Jaguar XK 120 qui a été retrouvée dans une base militaire dans la région de Meknès. Dans une base militaire, ok. Dans la région de Meknès. Cette voiture-là était protégée dans un hangar et avec un arbre qui avait poussé à l'intérieur, qui avait percé les planchers, parce que c'était des planchers en bois.
D'accord. et qui avait poussé, donc fleuri à l'intérieur. Il fallait donc abattre l'arbre pour sortir la voiture. Ça doit être incroyable, ça, de voir la XK120. Je me demande combien il y en a dans le monde. Mais en tout cas, c'est la première voiture à avoir atteint les 200 km/h, c'est ça? 201 km/h. 220? Ah. 201, pardon, ok. Et donc, elle a été restaurée à la concession Jaguar à Casablanca. Et Dans les années 80, 60? fin 70, début 80. D'accord. Et ensuite, c'était la waiting car de nos parents. Donc, c'est à bord de cette voiture que nos parents se sont mariés. Et puis, ça a une valeur symbolique. Ça a toujours été la petite chouchoute, entre guillemets, de notre père. Ouais, j'imagine. Avec laquelle il faisait ses rallyes. C'est avec ça que ça lui a ouvert les portes pour accéder à d'autres modèles, à d'autres plaisirs. Ça a été sa 3e voiture, après une Porsche. Et donc c'est surtout grâce à cette voiture qu'on a pu un peu constituer tout le parc qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'était la rencontre avec les grands chefs d'atelier de chez Jaguar. Donc notamment un certain Omar, qui avait un crack de la mécanique marocaine. Et donc qui avait appris avec tous les mécaniciens anglais et français qui étaient basés ici chez Jaguar. Et donc il les connaissait sur le bout des doigts. Et c'est grâce à lui qu'on a pu donc la remettre en état. En état, exactement. Et donc mieux comprendre, on va dire, la mécanique Jaguar. On a été jaguariste avant même d'être autre chose. D'être porschiste. D'être porschiste, ok. Et d'ailleurs, d'où vient cet amour de Porsche? Parce que je sais que par exemple que Salim, c'est un grand mordu de Porsche. Et tout est venu de cette odeur de cacahuète grillée Voilà. quand t'étais petit. Ouais. Ok. Exactement. Et en revenant, depuis tout à l'heure, on parcourt la frise chronologique, on part et on revient en arrière. Si on revient un peu dans les années un peu plus modernes, t'as parlé de l'Integra que vous avez vu depuis 2008. T'as une M3 de 46 qui t'a pas mal marqué. Tu m'as dit que c'était à peu près la première moderne, un peu votre découverte des performances modernes. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ces Youngtimers, des voitures des années 2000, ces sportifs modernes? Est-ce qu'il y en a qui vous attirent, il y en a que vous aimeriez avoir? Quel modèle un peu plus de fin années 80, années 90, années 2000, pourquoi pas 2010, vous font de l'œil un peu? Moi, c'est surtout la Ferrari F40 qui est sortie, je pense, entre 87 et 89. Ouais. Qui est une voiture pure, un mythe, et elle est bestiale cette voiture-là. Ouais. Avec le moteur arrière, avec le biturbo. Et ça, c'est vraiment une voiture à avoir. Ensuite, on a tout ce qui est japonaise, comme la NSX, ouais. Les Skyline et les Supra. Donc et les Supra. Ça, c'est rien que ça. Les plus belles. Ouais, totalement. Ensuite, je reviendrai un peu plus aux allemandes, comme les M3 E36, peut-être une E46 en boîte manuelle, qui sont pour moi les plus sympas à avoir. Pour moi, la M3 E30 a marqué quand même l'histoire avec son palmarès de compétition, mais en version de série, pour moi, elle manque un peu de punch et de caractère. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier les anciennes, comme les 2000 GT de chez Toyota. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en fait. On est en 69. Ouais, c'était les débuts l'entrée en course pour Toyota. Et le début de leur histoire, en gros, avec cette 2000 GT, aussi beaucoup d'autres voitures, comme les Celica GT4 ou les R5 Turbo, ou plein d'autres. Plein d'autres. Sportives françaises aussi, pas mal. Je pourrais les énumérer jusqu'à demain. Grosse question. J'ai une belle anecdote. Ouais, vas-y. J'ai oublié ce mythe de la Renault 5 Turbo. Ouais. Il y en avait une Turbo 1 qu'on avait récupérée dans un garage à Casa. Et ça, c'est l'une des grosses histoires. J'avais 16 ans. Et donc, je commençais à la restaurer, etc. Mais il fallait que je retrouve son propriétaire pour vraiment aboutir le projet. Ouais. Alors, d'après le garagiste, son propriétaire, c'était un Espagnol de Marrakech, un grand monsieur qui habitait dans les Palmeraies, d'un certain âge. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu retracer sa maison et j'ai pris rendez-vous avec lui et mon père. Bon, j'avais 16 ans, donc pour ce monsieur, recevoir un enfant de 16 ans, il n'allait jamais prendre ça au sérieux. Donc, mon père est venu avec moi et on a discuté. On a ramené à l'époque, on a développé les photos de la voiture. Ouais. Il n'y avait pas les téléphones. Donc, pour montrer au monsieur ce qu'elle était devenue et dans quel état elle était. Et donc, on lui a demandé
de nous vendre la voiture. Et on était assis dans son grand salon, il avait un meuble à l'arrière, et il nous a dit: excusez-moi, mais vous voyez le meuble que j'ai derrière moi? Il y avait au moins 5 ou 6 coupes. Il m'a Ouais. dit: cette voiture-là, c'est une Renault 5 Turbo, préparée Tour de Corse, avec laquelle j'ai gagné ces différents rallyes et ces différentes coupes. Cette voiture, elle m'était complètement sortie de la tête, je vais la récupérer. Donc, Cœur pour brisé moi, là pour le coup. c'était un gros Je coup me demande de... où elle est maintenant. Eh ben, elle est repartie en France. Ah, elle est repartie, ok. Ouais. C'est dommage, il y a pas mal de R5 Turbo qui ont été retrouvés, parce qu'ils couraient ici et qui ont quitté un peu le pays. Il y en a encore quelques-unes, je pense, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. Mais c'était une pièce de musée qui était au Maroc. C'était une voiture de course avec un palmarès unique. C'était Ouais. une voiture qui allait C'est être trop dommage. exposée chez Renault Sport C'est trop en dommage. France. Et c'était vraiment une grosse frustration pour moi. Et peut-être qu'un jour, je m'en offrirai une. Mais Peut-être. on est loin de là maintenant. Peut-être, ouais, là ça a explosé, question budget, mais... Petite question avant que tu dises, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une Alpine au Maroc? Ouais, je la connais. Ah, il y a une Alpine? Oh, je sais pas s'il y en a une, moi je me dis parce qu'il y a une Alpine classique, la fameuse. Est-ce qu'il y en a ici qui sont conservées, qui sont restées? Parce qu'il y a plein de photos d'Alpine avec les fameuses plaques noires Al Maghreb, et tout comme les R8 Gordini ou les Simca Rally 2 ou ces R5 Turbo, il y en a pas mal qui ont quitté le pays. Moi, j'ai une anecdote. Ouais. En fait, j'avais un ami, enfin, Mhm. j'ai toujours un ami Ouais. qui. Son père en avait une. Et donc, à l'époque, il y en avait pas mal ici. On va dire que maintenant, on peut rêver. Ouais. Donc, il y en a plus du tout. Et puis, c'était des voitures qui n'étaient pas vraiment considérées ici au Maroc, malgré son palmarès en France, etc. Et donc, une anecdote, les gens les abandonnaient, avaient même décidé d'en brûler une. Voilà, c'était comme ça. Elle marchait plus, Ouais. on l'a jetée à la casse. Ouais. Voilà, c'était ça ce que. Et oui, c'était des voitures qui étaient modernes à l'époque et qui n'avaient pas la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Même dans les années 2000, ces voitures-là ne dépassaient pas les 20 000 euros, 18 000 euros. Oh là là. Et aujourd'hui, il y a un certain engouement pour ces voitures. Et pourquoi elles sont prises en compte? C'est parce que elles se font de plus en plus rares et elles ont gagné, elles sont utilisées régulièrement pour des courses de VHC, véhicules historiques. Historique. Et donc il y avait même à Mohamedia un monsieur qui avait des moules de Renault Alpine et qui les reconstruisait en fibre de verre. Mais non. Il fallait juste ramener le châssis et le moteur et lui il refaisait la coque et on pouvait la replacer sur le châssis. Après, si t'es un peu puriste, tu sais que c'est de la fibre de verre, donc... C'est d'origine, elles sont c'est- toutes faites en Ah, elles fibre sont de toutes verre. faites en fibre de verre avant. Bien Ok, sûr. ça je savais pas. Je savais pas. Pour Parce le que je sais coup, qu'aujourd'hui, tu peux retrouver des pare-chocs de certaines voitures en fibre de verre, mais justement, ça n'a pas la même, ça a pas la même valeur que la pièce d'origine. Bien Sur les sûr. voitures plus récentes, bien sûr, absolument. pas les anciennes. Et Ah, donc j'imagine même ces pas. voitures-là, elles couraient au championnat d'époque du Maroc dans les années 70, 80. Ouais. Il y avait Jean-Pierre Cantarel qui courait. Il y avait beaucoup d'autres coureurs dont je ne me souviens plus, peut-être des anciens amis à mon père, mais toutes ces voitures-là sont reparties à l'étranger parce qu'elles ont été abandonnées suite Ouais. à des casses moteurs, suite au passage de la catégorie de course qui imposait un certain, comment dire, un certain type de voiture. Donc les voitures des années 70 et 80 sont devenues obsolètes. Et il fallait passer à une autre gamme, Ouais, c'est ça. à d'autres modèles. C'est trop dommage cette fuite enfin, cette exportation de ces paires-là. Je sais que même dans les années 50, 60, il y avait j'ai plus le nom du gentleman driver qui avait ça ici, mais DB4 GT Zagato. Ah ouais. Truc 5 exemplaires, 8 exemplaires dans le monde. C'est des. 356 Zagato aussi. Ah ouais, au Mhm. Maroc qui était. Ouais. On en arrive un peu à notre fin et je voulais voir avec vous quelle est votre perspective pour le domaine du rétro aujourd'hui et surtout les défis, les défis à relever au quotidien avec cet endroit-là parce que il y a le clos du spectacle qui est exposé là, il y a aussi le cimetière là-bas, des voitures qui attendent, il y a le côté préparation pour les voitures des clients, vos voitures à vous. Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi les défis aujourd'hui que vous devez relever? Bah, aujourd'hui déjà c'est de maintenir en bon état le parc automobile roulant restauré. Déjà donc ça nous demande au moins de sortir 3 ou 4 voitures par semaine pour les faire rouler, pour qu'elles puissent être maintenues en bon état. Mhm.
et leur faire leur entretien un jour. Ensuite, il y a quelques autres voitures qui attendent leur tour, qui sont à l'extérieur. On a le projet de, de renforcer un peu le parc automobile déjà exposé. Donc il y a quelques voitures qu'on va peut-être rajouter à la collection dans les mois à venir ou années à venir. Ok, ok. Bon courage pour ça parce que je sais que juste organiser le lavage des voitures, Ouais. c'est quelque chose, j'imagine même pas quand ça touche à tout ce qui est mécanique et en plus, gérer du coup l'entretien, euh, l'achat des pièces, la recherche des pièces et la gestion des projets des clients aussi, ça doit être vraiment un truc de fou. Euh, voilà, ben, je pense qu'on en arrive un peu à notre fin. Même si on pourrait passer tout le week-end à ressasser plein d'anecdotes du passé et plein d'histoires tout aussi folles l'une que l'autre. Euh, je tiens énormément à vous remercier parce que ça me tenait à cœur de faire cet épisode avec vous. Depuis que j'ai eu l'idée de ce podcast-là, il y avait votre nom qui était sur ma petite liste de wishlist. Euh, Merci aussi d'avoir transmis votre émotion. Je suis sûr que tous les pétrolites qui écouteront ça seront pris un peu aussi d'émotion par cette épopée familiale que vous perdurez, qui perdure aujourd'hui grâce à vos efforts. Donc bravo à vous et merci pour votre accueil. Et, Avec plaisir. et voilà les gars, bah, merci encore une fois. Laissez un petit like et un commentaire pour aider au développement du podcast et de la chaîne. Abonnez-vous à l'Instagram du domaine du rétro pour toujours voir un peu les nouveautés qui se passent ici. Et on vous souhaite beaucoup de courage et tout le bonheur dans cette belle aventure pour continuer à nous faire rêver, à vous faire rêver aussi surtout. Ben, Voilà. merci à toi, Smaïl, déjà de venir nous voir et qu'on partage ensemble cette passion commune qu'on a des voitures de collection et des voitures aussi modernes. Et puis pour nous aujourd'hui à Marrakech, c'est une excellente occasion parce que te recevoir ici, déjà par rapport à la communauté que tu as sur Instagram et sur YouTube, c'est déjà de leur montrer un peu les petites nouveautés. Ouais, notre petite Et échelle. aussi, ça nous a permis de ressasser un peu notre passé, de revenir un peu jusqu'à nos racines. Ouais, Et ça nous a fait beaucoup de bien de parler de ça avec toi et c'était magique, ouais, un moment plein d'émotions. j'en suis super heureux. Tout à fait. Exactement, ouais.